Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce matin le 3e rapport annuel 2024 du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Sur les 517 recommandations, 72 sont entièrement réalisées, soit un taux de plus de 74%. Réforme du code minier, ces décrets d'application, lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ou encore la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Voilà les différents chantiers sur lesquels le ministère de l'économie et des finances travaille depuis 2020. 5 ans après, quel bilan tiré? Nyanya Aliou Traoré nous en dira plus. Sortie de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, composée de 25 auditeurs, elle est baptisée promotion AIS. La cérémonie de sortie a été présidée par le parrain non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Signature des mémorandums d'entente entre les industriels maliens et l'interprofession Carité. Il concerne le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amendes de Carité. Cette signature met un point final aux différentes tractations menées entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation a remis son 3e rapport annuel 2024 au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'était au cours d'une cérémonie ce matin dans la salle de banquet du palais de Koulouba. Il en résulte des efforts de mise en œuvre des recommandations des ANR. Sur les 517, 72 sont entièrement réalisés et 315 sont en cours, soit un taux de plus de 74%. Le président de la transition a rappelé la nécessité de cette évaluation qui aide une redevabilité envers le peuple dans la gouvernance. Sirabatili pour plus de détails. Les BABA de la refondation en évaluation. C'est un compte rendu annuel de l'action publique pour un Mali nouveau confié au comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Un impératif pour une vision de changement de cap souhaité par les Maliens à travers les assises nationales de la refondation. Le 3e rapport du dit comité officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait le point de mise en œuvre des propositions faites par les Maliens lors des ANR. En résumé, des efforts de mise en œuvre, il en résulte que 72 recommandations sont entièrement réalisées, 315 recommandations sont en cours de réalisation, d'où une tendance de réalisation de 74,85%. S'agissant des réalisations qui résultent de votre initiative personnelle, elles se situent en amont pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des ANR. Il s'agit des unités de dialyse mises à la disposition de certains centres médicaux et hôpitaux au cours de l'année 2024. Des centres de santé communautaires ou de référence et des hôpitaux ont vu leur capacité de travail de référence et des hôpitaux et dites structures sanitaires des panneaux solaires de premier choix. Plus de 400 forages d'eau ont permis à des localités rurales et à des populations de centres urbains de retrouver soit leur gaieté d'antan ou d'oublier les affres liés à l'absence d'eau potable. Le comité attire l'attention du chef de l'État sur la non-mise en œuvre d'une recommandation prioritaire relative à la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. Le comité, qui doit donc désormais prendre en compte les conclusions des différents États généraux et du dialogue intermalien, rappelle les nécessités pour ce nouveau volet. Il convient d'adopter une nouvelle désignation des catégories des actions en substituant court terme, moyen terme et long terme aux catégories actuelles de prioritaires, prioritaires complémentaires et non prioritaires. De mettre un accent particulier sur la fonction de la planification au regard des défis de coordination et de suivi et évaluation des actions structurantes de la refondation. De créer et ou rendre fonctionnels les comités techniques de coordination au niveau de tous les départements ministériels.
de renforcer la synergie d'action entre les départements afin d'assurer une réalisation efficiente des actions. Ce rapport, qui permet d'orienter les pouvoirs publics sur les actions à entreprendre pour l'atteinte des objectifs de refondation, permet également d'être imprégné des préoccupations du peuple quant à la concrétisation de leurs doléances. Le président de la transition y accorde du crédit, d'où l'ajout aux prérogatives du comité des conclusions des autres forats comme les États généraux et le dialogue intermalien. Ce rapport est un indicateur qui oriente sur l'action publique. C'est avec un grand intérêt que nous avons parcouru le rapport annuel 2024 qui relève à juste titre des progrès significatifs. Ainsi, j'ai pu noter que sur les 55 actions prioritaires, 20 avaient été réalisées à la date du 31 décembre 2023. À ces résultats forts et encourageants, s'ajoute un accroissement de 8 recommandations, soit au total 28 recommandations entièrement réalisées au 31 décembre 2024. S'agissant des actions présidentielles, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une plus grande équité sociale pour la réduction de l'insuffisance d'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Le chef de l'État rappelle l'élaboration de la vision 2063 qui est une suggestion des Assises nationales de la refondation. Des projections pour une économie forte avec en ligne de mire un développement durable les 40 prochaines années. Ces recommandations constituent des outils de planification avec une adaptation selon les besoins des différents secteurs. Un examen approfondi des résultats de mise en œuvre permet de constater que chaque recommandation a un but et une finalité. C'est donc dire que les recommandations ne sont pas uniquement techniques, elles ont également une dimension économique et sociale. Le résultat visé pour chaque action peut être atteint ou modifié en fonction des circonstances. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui est également opportune pour évoquer le nouvel outil de travail qu'est la vision 2063. À l'exposé de laquelle votre représentation était assurée, cet outil ne vous est assurément pas étranger pour la simple raison qu'il s'agit d'une recommandation phare des Assises nationales de la refondation. Et le président de la transition de poursuivre sur les plans de développement ambitieux pour le Mali, des stratégies centrées sur 8 axes prioritaires selon un programme gouvernemental spécifique et les priorités à ce niveau sont l'agriculture et l'industrialisation. Malgré un contexte sécuritaire difficile et une situation économique et financière internationale complexe, le gouvernement a reçu l'exploit d'établir des plans de développement ambitieux fondés sur les axes stratégiques qui constituent désormais notre cadre de travail planifié. En faisant de l'agriculture et l'industrialisation nos priorités, nous plaçons beaucoup d'espoir dans nos ressources minérales dont l'exportation servira de levier pour stimuler le secteur agricole de notre pays, ainsi que le ressort du présent rapport. Par ailleurs, pour une mise en œuvre efficiente des recommandations et préoccupations soulevées par nos compatriotes, le sincère FNR a proposé des pistes de solutions qui seront soumises au gouvernement pour une meilleure prise en charge. Et je voudrais renouveler mes félicitations au coordinateur général du sincère FNR ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail remarquable accompli en vue de l'avènement du Mali courant. Comme à l'accoutumée, instruction a été donnée aux membres du comité pour la restitution des résultats de cette évaluation 2024 aux Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour le chef de l'État, c'est une garantie de redevabilité dans la gouvernance. La commission en charge de la jeunesse, du travail et de l'emploi du Conseil national de transition a eu ce matin une séance de travail avec une délégation du 3e camp citoyen de la plateforme des associations de jeunes de Sangaré-Bougou. Les échanges ont porté sur les différents projets de loi adoptés par le CNT en faveur de la promotion de la jeunesse. Les visiteurs se sont engagés à accompagner les autorités de la transition dans le cadre des initiatives visant à inculquer les notions de civisme et de patriotisme. Reportage Alpha Maïka.
Dans une ambiance patriotique marquée par l'hymne national, une cinquantaine d'enfants du 3e camp citoyen, organisé par la plateforme des associations des jeunes de Sangaré-Bougou dans le cercle de Kati, reçu au Conseil national de transition. L'objectif de cette visite, ça s'inscrit dans un programme d'activité que la plateforme des associations des jeunes de Sangaré-Bougou a initié, qu'on a dénommé Camp citoyen. Elle est à sa 3e édition. Dans ce camp, nous avons inscrit des activités de formation modulaire en salle. Ils ont eu une séance de travail enrichissante avec les membres de la commission de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'emploi, des jeunes et du travail. À travers un échange pédagogique, les jeunes ont posé des questions sur les missions et le fonctionnement de l'institution pendant près de 120 minutes. J'étais vraiment impressionnée par la présidente. Elle nous a expliqué beaucoup de choses. Je ne savais pas que le CNT votait. Vraiment, je suis heureuse. On a beaucoup appris. Ça va me servir que c'est le CNT qui vote les lois. Nous, compères du camp citoyen, plaidons pour que chaque enfant du Mali, même dans les zones rurales et touchées par l'insécurité, ait accès à une école équipée avec des enseignants formés et motivés. Proposition. Augmenter les moyens pour l'éducation de base, renforcer les cantines scolaires, développer l'enseignement numérique et pratique. À cette occasion, une distinction a été remise au président du CNT, le général Malik Diaw. La présidente de la commission a encouragé les jeunes en leur rappelant qu'ils sont l'avenir de la nation. On leur a dit de continuer à être de bons citoyens, qu'ils constituent une fierté pour nous. Avoir des enfants à cet âge-là, depuis 12 à 18 ans, qui cherchent à comprendre le fonctionnement des institutions, qui cherchent à se former sur la gouvernance, nous sommes vraiment très fiers de ces enfants-là. Hommage au peuple du Sahel. Avant de se quitter, les enfants ont entonné l'hymne de l'AES, marquant symboliquement la fin de cette visite citoyenne. Intéressons-nous ce soir aux acquis du ministère de l'économie et des finances durant les 5 dernières années. Le département, sous le leadership des autorités et l'appui de l'ensemble des acteurs impliqués, est sur différents chantiers depuis 2020. Ils ont pour nom réforme du code minier et ses décrets d'application, lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ou encore la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Grâce à ce système, par exemple, de juillet 2024 à juin 2025, un montant de plus de 425 millions de francs CFA a été encaissé au titre des recettes des contraventions de police, le paiement de la carte d'identité nationale et des actes d'état civil. Et les jalons de la vision Malikura Nyatasra, Kabesan, Bafla, Ni Bioro Sabah et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033 sont posés. Beaucoup d'acquis depuis 5 ans, mais des acquis qui ouvrent la voie à d'autres perspectives. Nyanya Aliou Traoré. Avérée à court, moyen et long terme sous la férule du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, que de réformes réalisées ou en cours avec une seule et même motivation, la mise en œuvre de la politique économique, financière et monétaire de l'État. Un indicateur de taille en rapport avec le bien-être des Maliens dans cette mission au cours de ces 5 dernières années. Il s'agit du taux de chômage. Il suit une tendance à la baisse depuis 2021. De 6,1%, il est passé à 3,5% en 2024 au Mali. Quant au déficit budgétaire global, il s'est considérablement réduit en 2020 et 2024. C'est situant à 2,6% l'an passé, un niveau en dessous du critère de convergence communautaire de l'UEMOA de 3%. Il faut indiquer que les performances macroéconomiques sont bonnes. Le PIB est sur un sentier de croissance régulière. On enregistre 5% en 2024 après 3,1%, 3,5% et 4,7% respectivement en 2021, 2022 et 2023. L'endettement a été maîtrisé, le taux n'ayant progressé que de 0,1 point de pourcentage au cours des 3 dernières années. Le taux d'endettement est estimé à 49,7% à fin 2024.
En outre, pour 2025, il est attendu un taux de croissance de 6% contre une projection de 6,2% en 2026. Un objectif qui sera pleinement atteint grâce aux différentes actions en cours pour permettre le retour définitif des populations dans leurs localités respectives. Une dynamique rendue possible depuis la reconquête de l'intégralité de notre territoire par les FAMA sous le leadership du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à cette reprise en main complète de notre territoire, la réaffirmation de notre souveraineté se fait sentir dans la mobilisation des recettes dans un contexte marqué par l'arrêt des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers. Au titre de l'exercice budgétaire 2024, les encaissements de recettes effectués par les régies financières s'y sont établis à 2553 milliards de francs CFA contre une prévision de 2272 milliards de francs CFA, soit un excédent de recettes de 281 milliards de francs CFA et un taux de réalisation de 112%. Par structure de recouvrement, on note un taux de réalisation de recettes de 105% pour la Direction générale des impôts, DGI, et 111% pour la Direction générale des douanes, DGD. Quant au taux de pression fiscale, il est ressorti en 2024 à 15,6% contre une prévision de 14,8%. A signaler que le Mali a honoré ses engagements en payant à échéance ses dettes de marché, bons et obligations, renforçant ainsi la confiance de l'engouement des souscripteurs pour ces titres publics. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il faut également noter le retrait officiel de notre pays de la liste grise du groupe de revue de la coopération internationale du groupe d'action financière internationale le 13 juin 2025 à Strasbourg, en France. Les efforts de régulation budgétaire sont faits en fonction des priorités au regard des dépenses des secteurs sociaux et de sécurité. À cet effet, le ministère de l'Économie et des Finances a entamé des réformes structurelles ainsi que des actions spécifiques, notamment le code minier et ses décrets d'application, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ou encore la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Sur ce dernier point, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, dira que la digitalisation de l'administration publique n'est pas une option, mais une exigence de souveraineté et de transparence. Des paroles entendues par le département et ses services. C'est d'ailleurs pourquoi la Direction générale des douanes s'impose aujourd'hui comme l'une des administrations les plus digitalisées du pays, avec plus de 95% de procédures entièrement informatisées. Le tout repose sur un logiciel entièrement développé par l'administration douanière, le système intégré de gestion du contrôle documentaire préalable, véritable pierre angulaire de cette autonomie technologique. Le ministère de l'Économie et des Finances a également initié le développement d'une plateforme de paiement digital appelée TrésorPay. Cette plateforme servira à encaisser toutes les recettes de l'État et des collectivités territoriales en remplacement des quittenciers du Trésor. Concernant les réformes minières, les textes ont apporté beaucoup d'avantages à l'économie malienne. Oui, l'État participe désormais à 30% du capital, plus de 5% pour le secteur privé malien, ce qui revient à 35% de participation pour le Mali. À travers le contenu local, toutes les activités de sous-traitance seront confiées aux entreprises détenues à 51% par des Maliens. 2 nouveaux fonds ont également été créés. Et les 3 qui existaient dans le code de 2019 ont été renforcés pour les compléter à 5. Les décrets y afférents ont déjà été signés et sont d'application à date. Enfin, pour davantage matérialiser les ambitions présidentielles, le ministère de l'Économie et des Finances est sur un nouveau chantier de développement. Il s'agit de la vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Bafla Ani Bioroni Sabama. Elle ambitionne un nouveau modèle de citoyenneté, le Mali Benkura. Elle place le citoyen au cœur de la transformation nationale. Le lancement officiel du processus d'élaboration de la vision 2063 a eu lieu le 21 décembre 2023 au CICB.
Tôt ce matin, les industriels maliens et l'interprofession Carité ont signé un mémorandum d'entente qui concerne le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amendes de Carité. Une cérémonie qui met un point final aux différentes tractations menées entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Dorénavant, l'amande cultivée ici au Mali sera aussi transformée en produit fini localement, donc du 100% malien. Une rencontre au dénouement heureux qui a vu la participation de 4 membres du gouvernement. Tous ont salué l'engagement des parties prenantes pour le bonheur des Maliens. Nous retrouvons Nyanya Lou Traoré et Djeli Magandiabati. C'est tout sourire que les invités à cette rencontre matinale ont franchi un pas de plus dans l'appropriation du concept Malikoura. Industriels maliens et interprofession Carité ont pu s'entendre, chacun à travers la signature de ces mémorandums d'entente qui concernent le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amendes de Carité, compte pleinement jouer sa partition pour la promotion du consommé local. Cet accord permet vraiment de valoriser notre filière Carité parce que l'amande produite au Mali sera transformée au Mali par des industries maliennes. Et cela permettra également non seulement d'obtenir du beurre, mais également du tourteau. Ce tourteau-là est essentiel pour l'économie malienne car il sert également de matière première à d'autres industries pour fabriquer de l'engrais pour nos agriculteurs, pour fabriquer de l'aliment bétail pour nos éleveurs. Nous avons la conviction que cette campagne sera placée sous le signe de la transparence à travers la contractualisation entre tous les maillons de la chaîne de valeur, aussi de la solidarité et du progrès, afin que tous les acteurs, en l'occurrence la femme productrice à la base, puissent en tirer les meilleurs bénéfices. La satisfaction des 4 membres du gouvernement présents était visible. Occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de rappeler l'importance pour les Maliens de travailler ensemble. Je le dis et je le répète, lorsqu'on met 100 milliards dans le financement d'une industrie, ce financement de 100 milliards a la même valeur que la matière première. Parce que si vous investissez 100 milliards dans une industrie et que vous n'avez pas de matière première, l'usine va rester fermée. Donc la cérémonie de ce matin est une approche de développement endogène qui permet donc la promotion d'une filière, le Carité, afin d'assurer l'approvisionnement de nos unités industrielles de production. Le ministre de l'Agriculture, tout en saluant les parties prenantes, est revenu sur le rôle prépondérant que joue la filière Carité dans la chaîne de valeur alimentaire. Pour assurer le développement harmonieux et soutenu de la dite filière, il est absolument nécessaire, voire indispensable, que les acteurs et actrices concernés procèdent d'une approche de gestion de la filière basée sur l'inclusivité, la mutualité, la responsabilisation et la contractualisation interacteurs. Quant au ministre de l'Économie et des Finances, président de la séance, il a insisté sur le respect des engagements par les 2 parties. Pour Alouseini Sanou, c'est le Mali qui sort gagnant de cette entente. Dans cette stratégie, je voudrais juste rappeler que nous voulons partir de nos atouts, partir de notre réalité, partir de nos capacités pour pouvoir engager tout le processus de développement devant conduire à l'émergence. Cela se base sur les richesses que nous avons en termes de capacité agricole et d'élevage. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, n'a pas manqué de saluer les savoir-faire des femmes qui occupent une place de choix dans la chaîne de production des amandes, indiquant que cette cérémonie met un point final aux différentes tractations menées entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Dorénavant, l'amande produite ici au Mali sera aussi transformée sur place, donc du 100% malien. Les prix de vente des amandes aux industriels sont les suivants: 175 francs CFA le kilo bord-champ et 200 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes conventionnelles, 250 francs CFA le kilo bord-champ et 275 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes améliorées.
Sortis de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, les officiers auditeurs durant 11 mois ont suivi avec courage et détermination l'enseignement militaire en se soumettant au rigoureux programme combinant formation opérationnelle et académique. Faut-il le rappeler, l'école de guerre du Mali forme les officiers supérieurs capables d'exercer des responsabilités de haut niveau. Cette 4e promotion, composée de 25 auditeurs, est baptisée promotion AES, un choix du commandement militaire traduisant une vision partagée, celle d'un destin commun. La cérémonie de sortie a été présidée par le parrain, non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Le point avec Aridjou Matina. L'école de guerre du Mali, au lieu d'enseignement militaire permettant aux chefs militaires d'exercer des responsabilités importantes avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires, célèbre ses auditeurs de la 4e promotion qui bouclent leur formation académique. Pendant 11 mois, 25 officiers, 5 du Burkina Faso, 5 du Niger et 15 du Mali, dont un personnel féminin, se sont soumis à l'exigeant programme combinant enseignement académique et opérationnel, travaux interministériels et exercices de planification basés sur des scénarios. L'école de guerre du Mali, désormais ouverte aux auditeurs de l'AES, cette 4e promotion n'a pas dérogé à la règle par rapport aux objectifs attendus à l'issue de l'année académique. La présente cérémonie nous offre l'occasion de parler à la fois de la 4e année académique qui s'achève, ainsi que des perspectives pour l'année académique à venir. Tout d'abord, l'ouverture de l'école aux auditeurs non maliens. Comme prévu dans le cadre de la montée en puissance, l'école de guerre du Mali a ouvert ses portes cette année aux auditeurs des pays frères du Burkina Faso et du Niger, dont la présence parmi nous a été vécue comme une source d'enrichissement des échanges tout le long de l'année académique. Un déroulement satisfaisant de l'année académique. Pendant 11 mois, les 25 auditeurs de la promotion AES ont suivi un enseignement visant à faire d'eux des chefs militaires immédiatement capables d'exercer des responsabilités de haut niveau. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'un bilan globalement satisfaisant, avec notamment un taux d'exécution des activités académiques à 100%. Former des chefs militaires capables de penser, de déterminer des stratégies de guerre et de mener des opérations est plus que jamais nécessaire de nos jours au regard de la complexité de l'environnement. Chers auditeurs, durant plusieurs mois, vous avez été confrontés aux défis intellectuels et stratégiques d'un enseignement exigeant. Vous avez exploré les concepts fondamentaux de la stratégie, les enjeux de la géopolitique régionale et mondiale, les notions de guerre passées et présentes. Vous avez analysé les doctrines, simulé des plans d'opération, débattu des choix de commandement dans des contextes de crise. Je vous exhorte donc à être partout où vous serez les relais vivants de cette école. Soyez les catalyseurs de la pensée stratégique souveraine. Soyez des partisans de la coopération militaire AES. Soyez des leaders capables de comprendre des décisions fortes en phase avec nos réalités, nos intérêts vitaux, les aspirations légitimes de nos peuples. Des prix d'excellence pour honorer le travail, le dévouement ont sanctionné cette fin de formation. Il s'agit du prix de la recherche scientifique décerné à l'auditeur burkinabé, le lieutenant-colonel Alira Aristide, qui s'est le plus démarqué par la qualité et la profondeur de ses travaux de recherche. Ensuite, le prix de l'enseignement opérationnel décerné au colonel Moustapha Sangaré du Mali. Ce prix met en avant l'auditeur qui a excellé dans la planification et la conduite opérationnelle. Et puis le prix de l'enseignement académique qui est revenu au Nigérien, le lieutenant-colonel Abdel Salem Abdoulaye Dara, pour son expérience académique reconnue tout au long de la formation. Cette 4e promotion, à l'instar des précédentes, vient renforcer la continuité du commandement au sein des forces armées maliennes. Sur instruction de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, l'école a accueilli pour la première fois les auditeurs venant
des pays frères du Burkina Faso et du Niger. Cette initiative tend à renforcer la coopération militaire entre les pays membres de l'AES. Permettez-moi de féliciter chaleureusement ces officiers pour leur engagement. Ils intègrent de nouvelles compétences. Je les exhorte à faire preuve de dignité, de loyauté, d'intégrité et de leadership. Avec désormais leur diplôme de brevet d'enseignement militaire supérieur de second degré, ainsi que le diplôme de master, stratégie défense, sécurité et développement, une nouvelle page s'ouvre ainsi pour les auditeurs de la promotion AIS de l'école de guerre du Mali. C'est là pour la mise en œuvre efficace et efficiente des connaissances acquises au service des armées de l'espace confédéral. À la suite de l'abrogation de la charte des partis politiques, de la loi encadrant le statut de l'opposition ainsi que du décret actant la dissolution des formations politiques, certains responsables de partis ont saisi la justice. C'est devant le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako qu'ils ont engagé un recours contre ces textes qu'ils jugent attentatoires à l'ordre constitutionnel. Après examen, la juridiction a décidé de surseoir à statuer et de transmettre l'affaire à la Cour constitutionnelle par l'entremise de la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 153 de la Constitution de la République. Pour mieux comprendre, écoutons Mohamed Marimatia Dougouré, procureur de la République après le tribunal de la grande instance de la commune 1, au micro de Garibou Pérou. Suite à la promulgation de la loi numéro 2025-005 du 13 mai 2025, portant abrogation des lois portant charte des partis politiques et celle du statut de l'opposition, et la signature du décret portant dissolution des partis politiques, les représentants de certains partis politiques ont saisi le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako d'une requête aux fins de suspension d'une atteinte à une liberté fondamentale. Le dossier a été audiencié et après examen et débat, le tribunal de grande instance de la commune 1 a rendu une décision. Dans cette décision, le tribunal a ordonné le sursis à statuer et la transmission de la procédure à la Cour constitutionnelle via la Cour suprême, conformément à l'article 153 de la Constitution qui est précisé dans la décision. L'article 153, dont il est fait référence dans la décision, dispose que lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu par un justiciable qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour suprême. Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour constitutionnelle. Cette décision signifie que le tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako n'a pas tranché le contentieux sur le fond, mais il a déféré devant la Cour constitutionnelle en attendant la décision de celle-ci pour pouvoir se prononcer sur le fond. En résumé, le tribunal de grande instance a rendu
sa décision conformément à l'article 153 de la Constitution de la République du Mali. Car dans sa décision, le tribunal fait référence à cette disposition. La décision du tribunal de grande instance de la commune 1 ne suspend pas l'application de la loi et du décret subventionné. Direction à présent Lusaka en Zambie où la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est achevée après 3 jours de travaux sur l'examen des documents stratégiques. L'événement a réuni des représentations des 47 pays de la région africaine couvrant l'OMS. Le rapport final de ces documents sera soumis au niveau international pour sa validation. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Lusaka, Kumba Sissi et Mbarakumaïga. Dans le cadre du renforcement de la santé des populations africaines, environ une vingtaine de communications sur les documents stratégiques ont été faites par les participants à cette 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lusaka. Ces documents visent à servir une feuille de route pour les dirigeants africains dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Les 47 États membres devraient se prononcer sur ces documents stratégiques. Tous ont eu l'approbation du comité et certaines observations qui sont les moindres ont été prises en charge par les différents secrétariats. Je voudrais féliciter Madame le ministre de la Santé et du Développement social qui, après l'accord de sa hiérarchie, a bénéficié de l'élection par ses pairs pour siéger auprès du président du comité de la 75e session du comité régional de l'OMS. Ça prouve à suffisance que le Mali est loin d'être un pays isolé. La délégation malienne, conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de la session. Je peux dire que la 75e session de Lusaka s'est vraiment très bien passée. On remercie les plus hautes autorités du pays pour avoir autorisé cette mission. Tout ce qui a été dit ici, on se retrouve dedans, dans nos programmes nationaux. On a beaucoup parlé de santé communautaire, de santé primaire. On a parlé des problèmes de ressources humaines. On a parlé des problèmes de sang. Ça s'accorde avec tout ce que nous sommes en train de faire au pays après les états généraux de la santé et le plan d'action. La santé de l'Afrique, ça va être fait par les Africains et pour les Africains. Avant la clôture des travaux, le colonel Assaba Diallo Touré a rencontré son homologue zambien pour une prise de contact et un échange sur le renforcement des liens de collaboration entre les deux pays. Nous avons eu des rencontres non seulement bilatérales avec le ministre zambien de la Santé, avec qui on a beaucoup échangé. Nous lui avons parlé des acquis, de ce que le Mali fait. À son tour aussi, il nous a dit ce qu'ils font. Il faut dire que la Zambie présentement fait le vaccin contre la choléra. Et donc, ensemble, on a parlé des futures collaborations. Et les techniciens auront à travailler et voir pourquoi pas des échanges entre les deux pays, et des échanges sud-sud, non seulement dans le cadre de la formation et d'échanges d'expertise. En marge de cela, les ministres de l'AES aussi, nous avons rencontré le directeur général régional de l'OMS. Avec lui, on a parlé de la rencontre de Niamey, où les 3 pays avaient déjà une feuille de route. On a déjà fait un certain nombre de travaux qu'on lui a présenté. Et il était ravi et nous a promis que son soutien ne fera pas défaut pour qu'on avance. Et on restera en contact. Et il projette d'inviter tous les ministres de la Santé à son bureau qui se trouve au Congo, Inch'Allah. Le comité régional de l'OMS pour l'Afrique doit soumettre le rapport de cette session au niveau international pour sa validation. Il faut noter que la population des 47 pays de l'OMS pour l'Afrique est estimée à environ 1,3 milliard.
Les aéroports du Mali ouvrent ses portes aux pupilles de la nation le temps d'une matinée. Une visite pédagogique qui s'inscrit dans le cadre des vacances de ces enfants de la République. La bonne nouvelle est que le PDG des aéroports du Mali a offert 2 billets à 2 meilleurs élèves pupilles et à la directrice de l'ONAPIMA pour un voyage au Niger. Une visite suivie par Awadit Makamara et Djili Makandjabati. Les pupilles de la nation, ces enfants du Mali tout entier profitent pleinement de leurs vacances bien méritées après une année scolaire de réussite. Au programme, des activités éducatives, des visites institutionnelles, des séjours culturels et des rencontres citoyennes. Ce matin, les enfants ont franchi les portes des aéroports du Mali. Une immersion dans le monde du transport aérien qui a suscité beaucoup d'intérêt. Visite de courtoisie et visite de remerciement. Remerciements pour tout ce qu'il fait pour les pupilles depuis plusieurs années et aussi inciter toujours les pupilles à venir le voir en tant que modèle. Pour cette année, ça a été une grande réussite pour les pupilles. Il y avait 131 candidats au DF. Parmi ces 131, il y a 87 qui ont réussi. Et au bac, ils étaient 40 et 22 ont pu décrocher leur bac. Et parmi eux, nous avons 4 qui ont la mention. Oui, je suis très joyeuse et contente car il nous a donné plusieurs conseils de bien travailler à l'école et il nous a donné plusieurs cadeaux qui vont nous motiver davantage à étudier à l'école et à être les meilleurs. Dans la droite ligne de la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui réaffirme son soutien indéfectible aux pupilles de la nation à travers des gestes forts et symboliques, le PDG des aéroports du Mali emboîte le pas. Il offre un séjour au Niger à 2 meilleurs élèves pupilles ainsi qu'à l'encadrement. À travers ce geste, il appelle à la solidarité nationale et le devoir de mémoire envers ceux qui ont payé le prix fort pour la République. Tout ce qu'on a dit ici aujourd'hui, ça vient vraiment directement de notre cœur. L'engouement qui était autour de cette pupille de la nation. Et pour moi, je crois que c'est vraiment le lieu pour moi de saluer symboliquement l'ambition du chef de l'État par rapport aux efforts consentis pour ces enfants-là. Parce que ces enfants n'ont rien demandé pour être là où ils sont aujourd'hui. La visite s'est conclue par un appel à d'autres structures publiques comme privées pour qu'elles ouvrent leurs portes aux pupilles de la nation, car au-delà du geste, c'est une responsabilité collective. Le commissaire à la sécurité alimentaire en visite à Gao a procédé au lancement des opérations de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Dans le cadre du plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2025, plus de 3600 tonnes de riz seront distribuées à plus de 220 000 personnes, soit 36 000 ménages de la 7e région. Compte rendu Sambaré Aïdara. C'est ici à l'Office des produits alimentaires du Mali de Gao que le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a procédé au lancement des opérations de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire 2025. Au cours de la cérémonie, le chef de l'exécutif régional, tout en remerciant les plus hautes autorités de notre pays, a insisté sur la transparence de ces opérations. Je voudrais à cet effet remercier les plus hautes autorités du pays pour la mise en place du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et les partenaires techniques et financiers qui œuvrent à soulager les souffrances de nos populations les plus vulnérables. Je voudrais exhorter les acteurs en charge des opérations à faire montre d'objectivité et de responsabilité afin que les céréales parviennent aux véritables bénéficiaires. Je serai particulièrement vigilant pour cela. Cette aide vise donc à assister ces personnes-là pendant la période de soudure. Ces 4 premiers cercles sont choisis aujourd'hui en fonction du degré de vulnérabilité et aussi en fonction de la disponibilité actuelle des stocks. Les stocks complémentaires sont en train d'être acheminés et le gouverneur procédera à leur remise au moment venu. Après l'OPAM, la délégation s'est rendue à la coopérative du quartier Château où elle a assisté à la distribution des coupons alimentaires initiés par le programme alimentaire mondial en complémentarité des initiatives gouvernementales. Ici, on vient aussi montrer la complémentarité
qui existe entre nous et nos partenaires, notamment l'un de nos partenaires stratégiques, qui est le Programme alimentaire mondial, qui intervient aussi sur la base de planification de l'État. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement à nos côtés. Et je profite de cette occasion pour dire que l'assistance alimentaire ne doit pas être permanente, on ne doit pas s'installer dans l'assistanat. Nous devons travailler nous-mêmes et vous-mêmes les communautés à assurer votre autonomisation. En plus des populations vulnérables, le commissariat à la sécurité alimentaire a aussi mis à la disposition des services sociaux des armées une quantité importante de riz au nom des familles des victimes de guerre. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé hier la double cérémonie de la remise officielle du certificat de labellisation de la viande du Mali, Mali Soko, et la remise de 2 livres sur l'amélioration de la productivité des acteurs de la filière. Il s'agit à travers des initiatives du genre de répondre aux préoccupations des acteurs. Reportage Youssouf Diakité et Abdoulaye Samaki. 2 activités en une au ministère de l'Élevage et de la Pêche. La première concerne la remise officielle du certificat relatif à la labellisation de la viande du Mali, Mali Soko. Le label Viande rouge Mali Soko est un important levier générateur de plus-value pour la production de viande au Mali. Elle permet de renforcer la compétitivité de la viande rouge et dérivée sur le marché sous-régional et international, mettant l'accent sur la qualité et la traçabilité. Le Mali, l'importance économique et sociale et culturelle de la filière bétail-viande n'est plus à démontrer. Plus de 30% de la population rurale tire exclusivement leurs revenus de l'élevage, qui constitue le 3e secteur d'exportation du Mali, après l'or et le coton, et contribue pour près de 19% au produit intérieur brut du Mali. La deuxième activité a concerné la remise de 2 livres traitant des questions relatives à l'amélioration de l'élevage au Mali, en Afrique et ailleurs, intitulés « Guide technique et économique d'un élevage de poulets de chair, manuel d'alimentation animale, exercice corrigé ». C'est un guide qui est vendu dans le monde entier au nom du Mali. Un guide permettant de maîtriser l'ensemble des paramètres de production d'une exploitation avicole, les normes du bâtiment avicole, le choix des sujets à élever, l'alimentation qualitative et quantitative, le programme sanitaire, la conduite d'élevage et l'aspect commercialisation. Dans ce livre également, vous aviez une étude économique sur 1000 sujets de poulet de chair ici à Bamako. Les 2 livres que vous venez d'offrir au département est un symbole éloquent et un vivant témoignage, si besoin en est, de la passion et de la détermination qui sont les vôtres dans la bataille pour le bien-être de la santé des animaux, toute chose qui s'inscrit parfaitement en droite ligne des orientations politiques de mon département. Le premier livre intitulé « Guide technique et économique du poulet de chair » constitue sans nul doute un précieux outil pour les promoteurs avicoles au Mali. Le second livre intitulé « Manuel d'alimentation animale, exercice corrigé » est un manuel conforme au programme du cycle de brevet de technicien en alimentation. L'objectif final recherché, c'est de répondre aux aspirations des acteurs de la filière bétail-viande en particulier et ceux de l'élevage en général. L'agence malienne de météorologie AMAM a tenu ce matin la 14e session de son conseil d'administration à Dialakorobougou. Au cœur des délibérations, l'examen et l'adoption du procès verbal de la 13e session, le rapport d'exécution à mi-parcours du programme d'activité 2025 et le budget y afférent. Les administrateurs ont également examiné et adopté le manuel de procédure administrative, financière et comptable. Mohamed Sangari.
La métrologie est un instrument de protection des consommateurs. Elle garantit la loyauté des échanges commerciaux et contribue à la sécurité économique. Pour améliorer davantage sa productivité et ses performances, les administrateurs de l'AMAM, Agence malienne de métrologie, se sont réunis pour la 14e fois afin d'évaluer le programme d'activité réalisé au cours du premier semestre 2025. Le directeur général a présenté les activités menées au cours des 6 derniers mois et a tracé les perspectives pour l'agence. Sur une prévision de 58 activités, 37 ont été réalisées contre 21 non réalisées. Et en termes de mobilisation de ressources, 671 millions ont été mobilisés au cours du premier semestre sur une prévision annuelle de 1,257 milliard, soit un taux de réalisation de 53%, ce qui est une performance pour l'agence. La présente session est également l'opportunité de planifier de nouvelles actions. Nous disposons d'une station de jaugeage de camions citernes inaugurée récemment et compte tenu de la demande importante de jaugeage de camions citernes, nous envisageons de renforcer ses capacités techniques à travers l'acquisition de nouvelles jauges. Et ce qui va permettre d'améliorer non seulement les ressources de l'agence, et également de satisfaire la demande de jaugeage des camions citernes au bénéfice de nos transporteurs. Les résultats présentés lors de cette session ont été félicités par le département en charge de l'industrie et du commerce qui a salué les progrès réalisés et encouragé la poursuite des efforts. Ce résultat appréciable prouve à suffisant l'engagement de la direction générale et du personnel de l'agence à relever le défi de la fiabilité des mesures et la conformité des instruments de mesure dans notre pays. C'est l'occasion pour moi de les féliciter pour les efforts déployés. Cependant, je les exhorte à redoubler davantage d'efforts pour combattre 1. L'utilisation d'instruments de mesure non vérifiés dans les transactions commerciales, la production industrielle, la santé, l'environnement, etc. Le département de l'industrie a rassuré la direction de l'AMAM de sa disponibilité à accompagner les efforts de l'agence pour atteindre ses objectifs. Ouverture de la 4e session du comité de pilotage du projet de résilience urbaine de Bamako plus bas. Les acteurs sont en conclave pour l'amélioration de l'offre des services urbains. Les échanges portent sur les orientations de la politique, la stratégie, le suivi technique, la supervision et la surveillance des activités de mise en œuvre. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Reportage Inaba et Aloubekoni. La 4e session du comité de pilotage du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba permet de valider les recommandations de la session précédente, d'apprécier l'état d'avancement des activités de l'année 2025. Les administrateurs examineront également les programmations techniques et financières du plan de travail et de budget annuel 2025 révisé. Cette session se tient dans un contexte particulier compte tenu des inondations de 2024, ce qui a eu un impact sur le déroulement de certaines activités. Pour renforcer les efforts du gouvernement face aux dégâts de ces inondations, la Banque mondiale a répondu favorablement en approuvant l'activation de la composante 6 du projet, à savoir la composante intervention d'urgence, contingente ou contingente emergency response, le CERC, pour un montant de 43,1 milliards de francs CFA, soit 73 millions de dollars américains. Un plan d'action a été élaboré pour cadrer les interventions et définir les activités à réaliser. Le projet Pruba est une initiative du gouvernement du Mali avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Il vise à améliorer l'accès aux services urbains de gestion des déchets, d'eau, d'assainissement. Ceci pour accroître la résilience aux inondations dans les zones vulnérables du district de Bamako et des communes environnantes cibles. Le Pruba, dont le financement est d'un montant de 300 millions de dollars avec le financement additionnel, s'inscrit pour l'essentiel dans le contexte de la politique nationale de la ville adoptée par le gouvernement du Mali en 2014, du document cadre de politique nationale de décentralisation adopté en 2017, de la politique nationale d'assainissement adoptée en 2009 et du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023.
Le PRIBA va surtout renforcer les capacités administratives, techniques et financières des collectivités territoriales, ceci en fournissant des infrastructures et des services prioritaires pour réduire les risques sanitaires, environnementaux et climatiques. Le ministère de l'économie et des finances vient d'abriter le 14e comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. Les participants à cette rencontre vont présenter et valider le rapport d'exécution des activités du dernier semestre allant de janvier à juin 2025, mais aussi le rapport financier de la même période. Les échanges vont porter également sur les niveaux de mise en œuvre des recommandations du 13e comité de pilotage. Compte rendu Fademba Keïta. Le 14e comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM en cours fait d'une part l'état de mise en œuvre des recommandations du 13e comité tenu le 4 décembre 2024, apprécie d'autre part celui de l'exécution globale du projet. Le présent comité de pilotage permet aux participants de s'assurer que les activités programmées ont été exécutées conformément aux orientations fixées. L'espace examine également les résultats enregistrés, mais aussi statue sur les perspectives du PASEM. Le point d'inscrit à l'ordre, c'est l'analyse des rapports d'activité du premier semestre, janvier-juin, et également les rapports financiers. Et également un point de divers qui va nous permettre quand même de prendre des décisions utiles pour assurer une clôture harmonieuse du projet. On avait quand même constaté un retard très énorme par rapport aux activités. Mais ce semestre nous a permis de faire un bon qualitatif et que nous comptons maintenir d'ici la fin. Le département des tutelles les invite à tirer les leçons de mise en œuvre du PASEM en vue d'améliorer la gestion d'ici sa clôture au 30 décembre 2025. Les activités que nous avons programmées et qui ont été validées lors de la dernière session qui a statué sur le PTBA, donc c'est extrêmement important qu'on se donne tous les moyens nécessaires afin qu'au 31 décembre, ces activités qui ont été programmées puissent être réalisées. Et quand nous regardons aujourd'hui le taux de décaissement du projet, on est à peu près à 42%. Pour un projet qui doit finir bientôt, je dois dire que c'est très faible. Donc nous devrons performer davantage afin que toutes les activités, en tout cas qui ont été programmées dans le PTBA 2025, puissent être réalisées. L'objectif que s'est fixé le groupe de la Banque africaine de développement en accompagnant le gouvernement du Mali, c'est pour contribuer et stimuler une croissance économique forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois. Cela à travers la mise en place des conditions favorisant l'amélioration de la compétitivité de l'économie malienne et le développement du secteur privé. Le programme électronucléaire du Niger poursuit son évolution. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a présidé hier au palais de la présidence la deuxième réunion de la première session du comité d'orientation stratégique. Une rencontre axée sur l'avancement de la phase 2 du programme électronucléaire. Les détails de cette réunion avec Aïcha Toubawa et Ousmane Sani. 2 semaines après la première rencontre tenue le 12 août dernier, les membres du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire ont de nouveau été reçus par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ils sont venus présenter des propositions concrètes formulées à l'issue d'une analyse approfondie du programme afin de faire progresser la phase 2 du projet. Lorsque nous avons présenté nos recommandations la dernière fois avec des propositions vraiment très techniques sur les décisions à prendre pour avancer dans la phase 2 du programme électronucléaire. Les membres de ce comité, chacun dans son domaine, nous ont donc donné des indications et d'autres informations avec des éléments à prendre en compte pour affiner notre analyse et revenir
2 semaines plus tard, donc aujourd'hui, avec des propositions beaucoup plus précises, et c'est ce que nous venons de faire. Avec désormais des décisions précises prises, le Niger franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son programme électronucléaire. Les travaux se poursuivront au sein du comité technique national avec pour ambition de présenter des résultats concrets d'ici la fin de l'année en phase avec les orientations fixées par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani. À Moscou, capitale de la Fédération de Russie, le ministre burkinabé de la Culture a effectué une visite au conservatoire de la ville. Accompagné des membres de l'orchestre de la présidence du Faso, il est allé échanger avec la direction du conservatoire pour un renforcement de partenariat culturel entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. C'est une visite qui se tient en marge du festival de musique militaire. Amadou Marcelto. Le ministre en charge de la culture et les membres de l'orchestre de la présidence du Faso à la découverte du conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Fondé en 1866, il se compose d'un centre d'études de la musique du monde, notamment cette salle de spectacle de 1700 places réservée aux grandes représentations des étudiants. 330 professeurs de musique pour 1700 étudiants, le conservatoire offre des cours spéciaux et individuels et accueille des étudiants d'un peu partout dans le monde. Nous avons eu l'opportunité de visiter plusieurs salles de cours, de rencontrer également des enseignants qui étaient en place et qui eux-mêmes, bien qu'ils soient des enseignants, étaient en train de travailler à se performer. Cela a été une belle instruction pour les membres de la délégation, parce que notre ambition, c'est de faire de l'orchestre de la présidence du Faso un pôle d'excellence. La visite du conservatoire est marquée par des échanges directs entre les membres de l'orchestre et la direction de cette prestigieuse école. Un partage d'expériences qui annonce un nouvel élan dans la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Nous attendons des étudiants burkinabés qui viendront faire leur classe au conservatoire de Moscou. Nous allons aussi œuvrer à vous envoyer par moment des spécialistes et des étudiants aussi dans le cadre de la coopération, et nous espérons que le partenariat entre nos différentes structures culturelles puisse se développer davantage et que nous puissions ensemble fonder des bases solides d'un développement culturel et d'un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de la culture. D'un centre de création artistique et culturelle à l'autre, la délégation burkinabé à Moscou investit quelques magasins de vente d'instruments de musique. Occasion pour les musiciens de se familiariser davantage avec toutes sortes d'instruments et autres accessoires. Assistance et protection pour les populations vulnérables pendant les conflits, c'est une des missions fondamentales de la Croix-Rouge, des missions dont la Croix-Rouge malienne s'acquitte avec dévouement malgré le contexte difficile. Dans un contexte de crise au Mali, les besoins d'assistance humanitaire sont énormes et les financements insuffisants selon Malik Sekouba, membre de la gouvernance de la Croix-Rouge malienne. Il répondait aux questions de Yaya Kounaté dans l'invité de la semaine à l'occasion des 60 ans de la Croix-Rouge malienne. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Nous avons été la toute première organisation à organiser une caravane d'assistance pour aller au nord du Mali. Et cette caravane, il y avait d'autres mains là-dedans, notamment le Haut Conseil islamique du Mali, a beaucoup contribué pour que cette mission puisse être réalisée. Mais la crise a affecté beaucoup nos activités parce que beaucoup de nos partenaires se sont retirés. Pas quitter le pays, mais l'apport budgétaire a beaucoup diminué parce que nous sommes aujourd'hui dans les projets de développement. Et qui parle de développement doit parler de la paix. Sans paix,
on ne peut pas parler de développement. Donc cela nous a beaucoup affectés. Mais ça se passe comment sur le terrain dans ce contexte de crise? On peut s'imaginer que c'est un peu difficile pour vous? C'est très difficile, mais on le fait avec. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, c'est l'étendue, l'immense besoin que les communautés expriment. La Croix-Rouge à elle seule ne peut pas. L'invité de la semaine à suivre donc après les informations météo. Bonne nouvelle pour la culture malienne. Nos trois artistes Babani Kone, Bigini Bagaga et Mariamba ont recouvré ce jeudi leur liberté provisoire. Elles étaient incarcérées ainsi que les griots qui les accompagnaient. Ils sont désormais libres. Ils étaient poursuivis pour injures réciproques et atteinte aux mœurs. Le verdict est attendu le 29 septembre et le 6 octobre prochain. Moussa Baba Idara. Le rideau est tombé ce jeudi 28 août sur une affaire qui a tenu en haleine le Mali et même au-delà. Après plus d'un mois d'incertitude, de prières et d'attente, les trois icônes de la musique malienne, Babani Kone, Bigini Bagaga et Mariamba, ont recouvré la liberté provisoire. Placées sous mandat de dépôt le 22 juillet dernier, entendues le 7 août par un juge du pôle national anti-cybercriminalité, elles étaient poursuivies pour injures réciproques et atteinte aux mœurs. L'annonce de leur libération a été accueillie comme un immense soulagement, aussi bien pour leurs familles que pour les admirateurs du Mali jusqu'aux quatre coins du monde. C'est l'espoir d'une réconciliation et d'une prise de conscience collective qui renaît. Aussitôt la nouvelle tombée, l'artiste Palmer, époux de Bigini Bagaga, s'est exprimé sur son compte Facebook en ces termes. Ces derniers jours ont été parmi les plus durs de ma vie. Voir ma femme, la mère de mes enfants, traverser une telle épreuve m'a profondément marqué. Vos prières, vos paroles de réconfort, vos gestes d'amour et votre patience m'ont porté et ont porté toute ma famille, a-t-il ajouté. C'est par un communiqué posté sur sa page que le manager de l'artiste Mariamba informe ses fans et les rassure par rapport à l'état d'esprit de la star. Aujourd'hui, plus que jamais, l'artiste a besoin de vous tous. Elle vous promet de vous rendre la force et l'énergie que vous lui avez toujours donnée. Du côté de Babani Kone, c'est aussi un grand soulagement pour le monde de la culture de revoir cette icône de la musique malienne et recouvrer sa liberté. Ces trois voix qui ont su rassembler des générations à travers leurs chants rappellent aujourd'hui combien la parole peut construire, mais aussi blesser, surtout à l'ère du numérique. Leur liberté provisoire retrouvée n'efface pas l'épreuve traversée, mais elle ouvre une nouvelle page, celle d'un Mali qui croit en sa justice, qui protège ses valeurs et qui espère voir ses artistes continuer d'éclairer les cœurs par la musique plutôt que d'assombrir l'espace numérique par de querelles. Selon le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Adama Coulibaly, joint par nos soins, les artistes doivent être entendus encore le 29 septembre et le 6 octobre prochain. Ainsi prend fin donc cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et également à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.